J'ai juste l'honneur de me réjouir de nous retrouver encore ici à ce Café Histoire qui est la première fois cette année tenu à Zone Libre. Zone Libre qui est notre hôte généreux et absolument collaboratif et adorable pour cet événement qui nous permet en fait depuis l'année dernière de réunir le département d'histoire de l'UQAM sous diverses formes. Nous avons ici une étudiante et deux étudiantes organisatrices et une professeure et d'autres invités avec le public de cette librairie qui est une librairie indépendante très importante à Montréal. Preuve en est que vous y rentrez tous d'ailleurs. Donc je laisse la parole à Adèle qui a organisé ce Café Histoire. C'est Magda? Oui, excusez-moi, c'est toi qui anime et c'est elle qui a organisé, c'est moi qui anime. Excusez-moi. Alors voilà. Magdi, merci. Donc, représentante digne du département d'histoire en tant que directrice. Merci, Pirochka. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle? Oui, c'est ça. On n'entendait pas Pirochka, mais là, on entend un peu mieux. OK, super. Vous me ferez signe si jamais vous m'entendez plus. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très, très plaisir d'animer cette table ronde qui a pour titre « Femmes et en histoire », savoir et combat. Une table ronde qui a été organisée effectivement par Adèle et par Christine pour souligner le 8 mars 2018. Je me présente, moi c'est Magda Ferny, je suis historienne des femmes et du genre et professeure à l'UQAM depuis 2002. Donc j'ai l'immense plaisir et l'honneur de présenter nos 4 conférencières. Chacune des conférencières va parler pendant environ 10 minutes. Ensuite, nous aurons une bonne demi-heure pour vos questions, vos interventions, pour la discussion entre conférencières, le tout de manière assez informelle. Je vais tout de suite présenter les 4 conférencières pour que vous sachiez à qui vous avez affaire ici devant vous. Alors, la première à parler sera Adèle. Petit problème de téléphone, je pense. Que... Non, c'est mon mari qui doit prendre sa pilule. Ah. Comme quoi le travail des femmes n'est jamais terminé. Hein? Alors, sur ce, la première intervenante sera Adèle Clapperton-Richard. Adèle est candidate à la maîtrise en histoire à l'UQAM où elle rédige un mémoire sous ma direction. Ses principaux intérêts de recherche sont l'histoire des femmes et du genre, l'histoire de l'éducation et l'analyse de discours. Son mémoire de maîtrise porte sur les représentations genrées des figures historiques masculines et féminines dans les manuels d'histoire nationale, parus au Québec dans les années 1950 à 80, de 50 à 80, excusez-moi. Elle est membre du réseau des chercheurs et chercheurs sur l'histoire du manuel scolaire et du comité de rédaction d'histoireengagée.ca, dans laquelle elle co-dirige notamment le dossier « Où sont les femmes ?» Après que nous aurons entendu Adèle, nous aurons le plaisir d'écouter Christine. Christine Chevalier-Caron est candidate au doctorat également à l'UQAM et elle travaille sous la supervision de Yolande Cohen. Après s'être intéressée aux questions relatives à l'éducation des femmes au Maroc à l'époque de la colonisation, elle s'intéresse aux rapports et attentes des Montréalaises d'origine marocaine quant à l'éducation de leurs enfants. Elle est aussi coordonnatrice et assistante de recherche dans le groupe Histoire, Femmes, Genre, Immigration. Et elle s'implique, elle aussi, activement sur le comité de rédaction d'Histoire engagée, où elle co-dirige divers dossiers, notamment le dossier « Où sont les femmes ?» consacré à l'histoire des femmes. Ensuite, ce sera au tour de Micheline Dumont. Micheline Dumont, qui finalement n'a pas besoin d'être présentée, mais je vais le faire quand même pour la forme. Micheline est professeure émérite à l'Université de Sherbrooke, où elle a enseigné pendant près de 30 ans. Elle est spécialisée en histoire des femmes et en études des pratiques de l'histoire. Elle est bien connue, très bien connue, pour la synthèse pionnière en histoire des femmes qu'elle a co-rédigée en tant que membre du collectif Clio. La synthèse qui s'intitule « L'histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles », qui a été publiée en 1982 et republiée dans une deuxième édition en 1992. Elle est connue également pour ses livres « Les religieuses sont-elles féministes ?»
paru en 1995, Découvrir la mémoire des femmes, une historienne face à l'histoire des femmes, 2001, Brève histoire des institutrices au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours, 2004, et Le féminisme québécois raconté à Camille, publié en 2008, sans mentionner les très nombreux livres qu'elle a signés en collaboration avec d'autres historiennes. Enfin, le dernier mot, ou du moins le dernier mot formel, ira à André Lévesque. André Lévesque est professeur émérite à l'Université McGill et membre du groupe d'histoire de Montréal. Elle est spécialisée en histoire des femmes et en histoire de la classe ouvrière et du communisme. Elle a commencé à enseigner l'histoire des femmes en 1976 en Nouvelle-Zélande. Elle est devenue par la suite professeure à l'Université d'Ottawa et ensuite professeure à l'Université McGill. Elle était d'ailleurs ma professeure à moi à McGill à la fin des années 80. Elle est l'auteure de nombreux livres, notamment La norme et les déviantes des femmes au Québec pendant l'entre-deux-guerres, publié en 1989, Résistance et transgression, études en histoire des femmes au Québec, 95, Scène de la vie en rouge, l'époque de Jeanne Corbin, 1906-1944, publié en 2004, et plus récemment, Eva sur ses côtés, libre penseuse, 1871 à 1949, livre qu'elle a publié en 2010. Voilà, alors nous allons commencer donc avec Adèle. Tout le kit ou juste le micro? Non, c'est mieux d'apprendre. Oui. Sans ça, si vous n'êtes pas proche du micro, on n'entend pas. OK, parfait. Alors, merci à tous et toutes d'être là ce soir. Je voudrais d'abord remercier Zone Libre de nous accueillir pour ce Café Histoire. Remercier aussi Magda qui s'était proposée pour l'animer, puis j'en suis vraiment très heureuse. Évidemment, je vais remercier aussi Micheline Dumont, André Lévesque d'avoir accepté de siéger sur ce panel. Puis bien sûr, mon amie et collègue Christine, qui était bien enthousiaste quand je suis arrivée avec cette proposition de panel. Donc, c'est ça, l'idée de cette table ronde m'est venue l'automne dernier. En fait, c'est un sentiment de frustration qui en est à l'origine. Quand j'ai assisté en octobre, peut-être comme certaines et certains d'entre vous d'ailleurs, à la table ronde sur le rôle de l'historien dans l'espace public qui avait lieu dans le cadre du congrès de l'IHAF, Institut d'histoire de l'Amérique française. Un panel sur lequel, je le rappelle, siégeaient 4 hommes, où les femmes y brillaient par leur absence, si ce n'est de la femme à qui on avait demandé d'animer. Après ce panel, je ne pouvais pas m'empêcher de me poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ça serait peut-être normal d'assister à une table ronde où il n'y a pas de femmes, en fait une table ronde où il n'y a que des hommes panélistes, et l'inverse, une table ronde où il n'y aurait que des femmes, ça serait peut-être considéré exceptionnel. Puis bon, après la question du pourquoi, venait celle du comment. Comment on fait pour que ça change? Évidemment, je ne peux pas répondre complètement, puis je ne suis pas la seule pour le faire, mais ce soir, je voulais prendre la parole et aussi entendre la parole d'autres femmes, d'autres historiennes et surtout d'autres féministes pour réfléchir à ces questions des femmes et de l'histoire et des femmes en histoire. Alors, pour amorcer ce qui peut être un début de réponse, j'aimerais aborder l'enjeu plus spécifique des représentations des femmes dans l'histoire, dans son écriture et surtout dans son enseignement. Puis quand je parle d'enseignement, je m'intéresse plus spécifiquement à l'enseignement préuniversitaire et celui qui se fait au secondaire dans le cadre des cours d'histoire obligatoires. Ce sont mes recherches sur le discours de genre dans les manuels d'histoire nationale au Québec qui m'amènent à prendre conscience de l'importance des représentations. Quand on parle de représentation des femmes dans l'histoire, on peut parler de la place, c'est-à-dire de l'espace qu'elles occupent, qu'on leur accorde, mais aussi surtout de l'image, c'est-à-dire la manière avec laquelle elles sont décrites, imaginées, mises en récit. Si on peut déplorer le fait qu'il y a sous-représentation des femmes dans l'histoire, je pense que la manière avec laquelle on en parle est tout autant, sinon peut-être même plus essentielle. On ne peut pas nier, et il faut même souligner, les riches développements de la recherche sur les femmes depuis les années 1970-1980 jusqu'à maintenant. L'histoire des femmes et du genre est un champ autonome, valide et très foisonnant dans les universités. N'empêche que la transposition de ces savoirs dans la sphère de l'écriture et de l'enseignement de l'histoire reste encore trop limitée. Aussi, l'universel masculin est encore trop souvent de mise. Et on le camoufle à coups d'étiquettes d'objectivité ou de respect des critères scientifiques.
D'ailleurs, ça me choque vraiment quand j'entends l'histoire qui se fait dans des perspectives féministes se faire taxer d'être au service d'une idéologie, donc pas objective, pas neutre et nécessairement comme décrédibilisée. C'est peut-être un enjeu sur la prétendue universalité qu'on pourrait aborder dans la discussion qui va suivre. Je reviens pour le moment à l'enjeu des représentations. Si on se rappelle que la construction même de la discipline historique s'est faite en laissant les femmes de côté, que ce soit en interrogeant le passé en fonction des actions des hommes, en se basant sur des sources qui ne parlent pas des femmes ou en fait où ce ne sont pas les femmes qui parlent, et que la périodisation n'est pas cohérente par rapport au vécu multiple des femmes, on se dit que tout ça a influencé la manière avec laquelle on a intégré les femmes dans la trame historique, c'est-à-dire souvent en complément, en aparté. Les femmes sont restées bien trop longtemps dans l'angle mort de l'histoire, et bien des femmes le sont encore d'ailleurs. Puis ça, en fait, c'est ça, je veux souligner que si on peut se demander, on parle comment des femmes, il faut aussi toujours se demander, on parle de quelles femmes. Puis ça, je crois que c'est un enjeu que Christine va aborder un peu plus dans sa présentation. Donc, au Québec, des historiennes ont montré que la mémoire sociale et historique des femmes a longtemps été confinée à la sphère privée. Ça s'est transposé, bien sûr, dans la manière d'enseigner l'histoire. En fait, moi, quand je lis les manuels d'histoire nationale des années 1950 et même 1960, j'ai vraiment l'impression de lire des manuels d'enseignement ménager. Le rôle des femmes comme maman, comme ménagère, il est vraiment souvent valorisé et célébré, là, qu'on pense au manuel d'Albert Tessier ou de Gérard Filteau, par exemple. Elles sont vraiment présentes dans le récit, elles ont une place importante, mais uniquement de cette manière-là, c'est-à-dire avec une image normée et genrée. On conviendra que le fait que leur seul champ d'action possible soit uniquement celui du foyer, c'est assez limitant pour les femmes, mais des fois, je me surprends quand même à penser qu'au moins, c'était pas invisibilisé. Parce qu'aujourd'hui, on ne décrit plus en détail les tâches domestiques des femmes dans les manuels scolaires, évidemment, mais on fait encore face à des problèmes de représentation des femmes dans l'histoire. À ce statut, le Conseil du statut de la femme a publié en 2016 un rapport sur les inégalités entre les sexes dans le milieu scolaire. Le rapport, en fait, le dernier rapport de ce genre-là remontait à 1976, donc ça faisait quand même un petit bout. Et suite à l'étude de 17 manuels d'histoire spécifiquement, les constats qui ressortent sont les mêmes que ceux tirés de l'étude d'il y a environ 40 ans, c'est-à-dire que l'androcentrisme est encore de mise. On ajoute qu'il n'y a presque pas de contenu sur les inégalités de sexe ou sur les femmes dans l'histoire en général, et lorsqu'il est question des femmes ou de féminisme, s'il en est question, ces informations se retrouvent la plupart du temps en marge du récit principal. Le rapport concluait donc, et je cite, qu'aborder de façon ponctuelle certaines inégalités vécues par les femmes dans l'histoire laisse entendre que l'égalité entre les sexes est chose faite dans le Québec contemporain et que, je cite encore, l'absence de traitement des rapports de genre contribue à alimenter une indifférence à l'égard de l'histoire des femmes et des inégalités entre les sexes. Bon, ces conclusions, peu surprenantes malheureusement, sont quand même aussi déprimantes, mais il y a une chose qui me frappe quand même dans ce rapport, c'est l'absence du mot « pouvoir ». En fait, il n'y a pas de mention des rapports sociaux de pouvoir entre les sexes. Puis, il me semble impossible de représenter, disons, adéquatement les femmes dans l'histoire, dans son enseignement, sans tenir compte des réflexions féministes qui invitent à aller au-delà de la seule, quoique pas moins essentielle, question de l'égalité. Il me semble impossible d'intégrer les femmes dans l'histoire sans historiciser les rapports de domination construits dans la société, mais également construits dans le discours historique. Et j'aimerais donc terminer en rappelant que les perspectives féministes ne sont pas là pour rétablir un statu quo. En fait, il y a une certaine rhétorique qui me fait, si je peux dire, là, un peu grincer des dents, celle disant que le féminisme profite à l'ensemble de la société, autant aux hommes qu'aux femmes, etc. Parce qu'encore ici, à mon avis, ça décentre les enjeux et justement, ça masque les rapports de pouvoir. Parce que si les hommes ont appel, je pense, d'une certaine manière avec le féminisme, c'est parce que ça implique de renverser des rapports sociaux de pouvoir. N'ayons pas peur de le dire, je pense que toute remise en question de système d'oppression implique une perte de pouvoir et de privilèges pour les dominants. Et là maintenant, par rapport à l'histoire et à son enseignement, je pense pas que ça signifie qu'il faille réécrire la trame historique pour que les femmes occupent, si on veut, 50% des contenus d'un manuel et les hommes l'autre 50%. Non, je pense que ça implique d'écrire une trame narrative où les femmes sont pleinement intégrées dans le récit principal, quitte à réécrire complètement les récits dominants.
Puis ça implique aussi d'écrire un récit principal où sont soulevés les rapports de domination socialement construits à chaque moment dans l'histoire. Surtout, ça implique de représenter les femmes comme ayant une agentivité, comme ayant fait avancer l'histoire, qu'elles aient un pouvoir d'action historique, tout comme les hommes en ont toujours eu un de facto. Et donc, que les hommes perdent leur statut de sujet historique universel, ou en fait qu'ils soient plus considérés comme les seuls acteurs productifs de l'histoire. Et je vous partage aujourd'hui ces réflexions dans un contexte où l'espace public voit de plus en plus de débats féministes surgir concernant le mouvement Moi aussi, ou le racisme et le sexisme systémique envers les femmes autochtones qui est de plus en plus discuté ou de moins en moins invisibilisé. Et je me dis que le 8 mars, c'est une bien belle occasion pour souligner les combats des femmes et des historiennes et rappeler à la fois l'historicité, l'actualité et la nécessité de leur lutte, mais que ça devrait être tous les jours, tout le temps. Merci. Merci beaucoup, Adèle. Christine. Bien, bonjour à tous et à toutes. D'abord, j'aimerais vraiment vous remercier d'être venus en si grand nombre. J'aimerais aussi remercier Micheline, Magda et André d'avoir accepté de venir partager avec nous aujourd'hui, puis aussi pour le travail qu'elles ont fait tout au long de leur carrière jusqu'à maintenant. Merci à Adèle de m'avoir demandé d'organiser cet événement-là avec toi. C'est vraiment... c'est toujours le fun de faire des projets avec toi. Puis merci pour ce que tu viens de nous lire, de nous parler. Donc, merci beaucoup, Adèle. Puis, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, depuis qu'Adèle m'a proposé d'organiser cet événement-là avec elle, je compte plus le nombre de fois où est-ce que j'ai changé d'avis sur la façon dont j'allais aborder mon sujet. J'ai finalement décidé de débuter en rebondissant sur une question qu'elle a posée lors de son intervention. On parle de l'histoire des femmes, oui, mais on parle de quelles femmes? Loin de moi l'idée de nier le merveilleux travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Sans elles, nous ne serions pas aujourd'hui en si grand nombre à parler des enjeux qui touchent les femmes et en histoire. Par contre, il m'est impossible de nier le fait qu'au caractère androcentrique de la discipline historique, il faut ajouter et critiquer sa blanchité, son ethnocentrisme et son occidentalocentrisme. Malgré l'inclusion des femmes dans l'histoire et la concrétisation du champ qui est l'histoire des femmes, nous ne pouvons nier que ces caractéristiques de la discipline ont continué à persister même en histoire des femmes. Ainsi, aujourd'hui, je souhaite m'entretenir avec vous de la faible prise en compte des femmes non-blanches dans la discipline et les récits historiques et vous partager certaines des idées et propositions d'historiens et d'historiennes contestant leur invisibilisation dans l'histoire. Étant moi-même une femme blanche universitaire de milieu privilégié effectuant des recherches historiques sur des femmes racisées, je me dois être consciente du fait que je suis à risque de participer à la colonisation des savoirs ainsi qu'à la reproduction de ces dominations tout autant dans mes études universitaires que dans ma vie personnelle que dans les milieux militants. Donc ainsi, je vais principalement vous livrer les réflexions en fait, et les idées et les propos des principaux concernés, soit de gens que j'ai écoutés dans des conférences parler de l'invisibilisation des gens racisés à travers l'histoire, ou bien de livres que j'ai lus. Donc, d'abord, j'aimerais revenir sur la question qu'Adèle a posée. On parle de quelle femme? C'est une très bonne question à laquelle j'en rajouterai une série d'autres. Quelle histoire des femmes? Quelles femmes sont prises en compte dans l'histoire? De quelle manière les femmes non-blanches sont-elles présentées et représentées dans et par l'histoire? Et comment faire l'histoire des femmes non-blanches de sorte à ne pas reproduire un savoir colonial et porteur de stéréotypes? À toutes ces questions, évidemment, j'ai aucune réponse concrète à formuler, mais je crois qu'il est pertinent de proposer des pistes de réflexion qui sont suggérées par des historiens, des historiennes, des intellectuels et des artistes racisés. Récemment, j'ai eu la chance d'assister à une conférence qui s'appelait Black Bodies, Black Art, qui est organisée dans le cadre de la pièce Black Boys qui était présentée à l'Espace Libre. Puis en fait, il y a certaines des réflexions formulées par les panélistes, même si elles concernaient les domaines artistiques, que je trouve qui sont fortement intéressantes à appliquer à la discipline historique. En fait, j'ai l'impression que dans la discipline historique, ce sujet-là n'est pas encore assez ouvert et discuté. Donc, l'interdisciplinarité devient vraiment importante, en fait. Puis dans le milieu artistique, il y a des discussions super intéressantes sur ces questions-là. Puis je pense qu'on devrait vraiment les écouter pour pouvoir les appliquer à notre propre discipline. D'ailleurs, un des intervenants, un dramaturge de Quincy Armorer, il soulignait le point important, je vous le cite, un peu de mémoire, mais j'essaie d'être le plus juste possible. Il disait qu'il ne suffisait pas d'inclure des personnes noires dans les productions artistiques. Il faut se demander comment on le fait et quel aspect de l'histoire des Noirs traitons-nous. Cette réflexion me semble être un excellent point de départ pour tous ceux et toutes celles voulant faire de l'histoire des personnes racisées, particulièrement des femmes non-blanches. J'aimerais aussi mentionner une de ces propositions, plus pertinentes, et qui dorénavant va guider ma pratique historique.
Donc, il disait qu'il est important de produire des créations mettant de l'avant des Noirs, mais ne mettant pas de l'avant le sujet de la race, il s'agit d'un acte de résistance. Donc, la question, d'après moi, se pose aussi en histoire. À titre d'historien et d'historienne, il nous faut nous demander quelle thématique, quelle manière d'aborder l'histoire des femmes racisées, sur quelles sources devons-nous nous appuyer, comment privilégier les sources des principales concernées et non celles des colonisateurs et des colonisatrices, des dominants et des dominantes. Donc, en fait, un des points qui apportait beaucoup dans cette discussion-là, c'est on parle tout le temps de l'histoire de l'esclavage puis de la colonisation pour parler, par exemple, de l'histoire des Noirs. Il y a aussi des points positifs dans l'histoire des Noirs, puis on pourrait en parler, on pourrait l'aborder plus, le mettre plus devant dans l'histoire. D'ailleurs, la semaine dernière, dans le cadre de Cinéma Québec, il y avait une conférence organisée avec 5 panélistes cinéastes autochtones. Puis ça s'appelait Les Autochtones à l'écran, puis c'est un point qui est revenu, en fait, vraiment, selon les 5 panélistes. On parle tout le temps des pensionnats, on parle des femmes enlevées, mais il y a plein de choses qui se passent de super positives dans les communautés autochtones, autant dans l'histoire que dans l'actualité. Puis il faut en parler aussi pour amener une histoire différente, puis moins stéréotypée, puis moins coloniale. Donc, une autre des propositions qui a été faite à travers cette conférence-là. En fait, certaines personnes croient que la visibilisation de l'histoire des femmes non blanches et de la décolonisation des savoirs historiques réside dans un souci et des politiques de diversité, d'inclusion et de représentation. 3 concepts auxquels il est nécessaire de réfléchir. Donc, lors de la conférence Black Body, Black Art, l'animatrice de la discussion a suggéré une critique de ceux-ci plus que pertinente. Puis j'ai vraiment beaucoup réfléchi, puis ça atteint vraiment ma façon de faire l'histoire depuis que j'ai eu la chance d'assister à cette discussion-là. En fait, elle disait, son nom est Marie-Evelyne Bellinga, elle adressait un commentaire à ces 3 concepts /politiques de. Elle disait que c'était des termes fourre-tout, en plus d'être des possibles mécanismes de silencisation. Malgré que la certaine bonne volonté à l'origine de ces mesures, elles peuvent tout de même participer à la reproduction des stéréotypes et taire la voix des principales concernées. En résumé, vouloir renverser le caractère occidentocentrisme et colonial de l'histoire en adhérant au principe de diversité et d'inclusion peuvent effectivement contribuer à une certaine visibilisation des femmes non blanches. Mais ça ne permet pas nécessairement de faire une histoire exemptée de domination ni de produire une histoire décoloniale. En fait, vu qu'on les présente d'une façon avec une visibilité, souvent on oublie d'écouter la voix qu'il y a derrière l'image. Donc, maintenant, j'aimerais aussi mettre de l'avant certaines des propositions de l'historienne Françoise Vergès qu'elle a suggérées dans son dernier livre, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation et féminisme. Dans cet ouvrage, où elle traite de l'instrumentalisation du corps des femmes noires par les Français blancs et l'État français, elle formule plusieurs idées contribuant à réfléchir à comment aborder l'histoire des femmes racisées, dont en définissant le but de son ouvrage comme suit. Je la cite, « Cette étude ne vise pas à ajouter des chapitres oubliés de l'histoire de France, mais à questionner la structure même du récit. » Elle répète et ajoute, « Il ne s'agit pas d'ajouter les chapitres manquants au récit féministe, mais de pratiquer une analyse qui, en tirant plusieurs fils à la fois, observe ce qui se joue dans un processus d'inégalité des genres, de classe, de racisation sur des territoires. » Elle ajoute qu'elle nous invite aussi à questionner l'oubli politique de l'histoire. Pourquoi ces femmes ont-elles été oubliées, marginalisées et invisibilisées par l'histoire? Ces propositions sont tout autant fécondes pour l'histoire des femmes au Québec qu'elle a été dans un contexte d'histoire française. Ces considérations peuvent nous porter à réfléchir à différentes questions épistémologiques, notamment quels sont les mécanismes qui ont permis l'oubli de certaines catégories des femmes dans l'histoire du Québec, même après le développement de l'histoire des femmes comme discipline, et comment faire l'histoire des femmes non blanches aujourd'hui à la lumière de ces considérations. Il y a tellement d'autres dimensions que j'aurais aimé aborder avec vous, on va pouvoir en parler dans la discussion. Mais j'en profite du moment pour vous conseiller 2 livres qui m'ont vraiment éclairé sur ces questionnements-là. Le premier, c'est Les féministes blanches et l'Empire. C'est une relecture, en fait, des luttes féministes en France, puis de la façon dont ça a été présenté, puis c'est une façon de redonner, en fait, la parole aux femmes non blanches dans l'histoire du féminisme français. Puis au niveau du Québec, je vous suggérais le sujet du féminisme est-il blanc, particulièrement les textes de Julie Cunningham et de Leila Benadjouja, où elles parlent, en fait, elles font comme une standpoint theory, puis elles parlent de leur position de femmes en tant que chercheuses, puis c'est vraiment une bonne façon de penser à notre position dans ce type de recherche-là. Donc, finalement, c'est ça. J'ai pas pu de réponse. Je vous ai donné aucune réponse aux nombreuses questions que j'ai soulevées tout au long de ma présentation, mais je pense qu'on est vraiment au stade de pouvoir se poser des questions puis d'ouvrir une discussion parce qu'il n'y a pas encore
de réponses. Puis sûrement qu'il n'y en aura jamais, puis ça va toujours être un fil de discussion à avoir, mais j'espère que mes suggestions de lecture vont ouvrir la discussion. Merci beaucoup, Christine. Ce sera donc au tour de Micheline Dumont. Merci Magda. Alors, bonjour à tout le monde, bonsoir. Moi, je dirais que mes propos vont être peut-être un peu plus anecdotiques. Il s'intitule « Aux sources de ma colère ». L'impact de toutes les connaissances sur la recherche en histoire des femmes est encore dérisoire. L'impact de toutes les nouvelles connaissances sur la recherche en histoire des femmes n'affecte pas du tout l'histoire générale. C'est un savoir qui se construit en marge de la science officielle, puisque la perspective féministe demeure, comme le disait Adèle, profondément suspecte, voire taxée de militantisme. Cet état de fait provoque souvent chez moi de la colère que je me permets d'illustrer ici. Et je voudrais vous rappeler que les hommes ont un rapport extrêmement émotif avec l'objectivité. Au début des années 1990, le Conseil scolaire de la Ville de Montréal décide de publier une brochure sur les Québécois pour faire suite à la série de brochures sur les Italiens, sur les Portugais, sur les Grecs, sur les Arabes, etc., qui avait été publiée par la Commission scolaire de Montréal. Des intellectuels réputés sont chargés de la rédaction, dont l'ineffable Gérard Bouchard. On m'a demandé de reviser l'ouvrage puisque certains responsables du Conseil trouvaient que les femmes étaient trop invisibles. Pourtant résolument moderne, le texte avait effectivement oublié les femmes au vestiaire. Juste 2 exemples. Dans les paragraphes consacrés à l'éclatement culturel des années 1970, on ne mentionne que des artistes masculins. Pas un mot sur le mouvement des femmes, pourtant si visible dans la société québécoise et particulièrement à Montréal. Finalement, dans la version définitive, on a parsemé quelques informations supplémentaires en interstice, rendant la présence des femmes absolument marginale dans le texte. En 1991, paraissent les Mémoires québécoises, sous la signature de Jacques Mathieu et Jacques Lacourcière. Les auteurs veulent montrer comment, à diverses époques, l'expérience du passé a été utilisée pour répondre aux préoccupations du présent. Dans cet ouvrage, seule la fonction reproductrice des femmes semble avoir joué un rôle dans l'histoire et la construction de la mémoire, ère connue des définisseurs de la nation. Où sont, dans ce livre, les courtes-pointes, les Catalognes, les trousseaux, les repas de noces, les dames patronesses, les rangées de couventines, les coiffes de religieuses, les maîtresses d'école, les fournées de pain, les bazars, les musiques de salon, les décorations de reposoirs, les dentelles liturgiques, les plates-bandes d'oeillets d'Inde, toutes ces pratiques multiformes où les femmes ont exprimé et intériorisé, dans une créativité bien circonscrite et dérisoire, les balises sociales et culturelles de leur subordination. De toute évidence, l'identité mémorielle a été définie selon les balises de l'expérience masculine. On n'a pas tenu compte de l'expérience des femmes. Depuis 1999, le réseau Historia figure sur nos télécommandes. Vous ne le savez peut-être pas parce que vous êtes trop jeune, mais à l'origine, le réseau Historia avait constitué un comité d'historiens pour le guider. Alors, ils avaient vraiment demandé une historienne, c'était moi, un autochtone, ma foi j'ai oublié son nom, ça contribue à la visibilisation des autochtones, et il y avait quelqu'un qui s'intéressait à l'histoire des ouvriers, bon, on était là, et puis pour avoir leur licence du CRTC, ils nous avaient demandé de venir, ils nous avaient dit intervenez pour dire que le réseau Historia va vraiment tenir compte de toutes les nouvelles tendances en histoire. Alors là, la licence a été obtenue, puis un homme a présenté un programme
une série de 30 émissions qui a d'ailleurs passé les 30 journées qui ont fait le Québec. Alors, comme j'étais sur le comité, il m'envoie son projet. Il dit, voici, quel est votre commentaire sur ma liste? Comme de fait, il n'avait choisi que des événements qui concernaient des hommes. Alors, je lui ai dit, ben, vous pourriez parler davantage des femmes. Voici une liste de 10 événements qui sont arrivés au 20e siècle que vous pourriez utiliser. Et puis, il a retenu uniquement le droit de vote des femmes en 1940 et il a considéré que je devais lui en être fort reconnaissante. Depuis ce temps-là, vous savez, le canal Historia a complètement abandonné ses intentions, je dirais, englobantes de l'origine. Et puis c'est le canal des autos, des bateaux, des tanks, des espions, bon, etc. Éric Bédard et Julien Goyette ont publié en 2006 un recueil de textes théoriques sur la pensée des historiens d'ici. C'est un choix de texte. Ils ont retenu quelques textes d'historiennes, le collectif Clio, Micheline Dumont, Nadia Familly, fort bien. Mais, dans les textes d'introduction et de conclusion, cette problématique n'apparaît pas. Ils ne réussissent pas à introduire les questionnements épistémologiques venus de l'histoire des femmes dans les explications globales qu'ils proposent sur l'évolution de la science historique. Ils les ont mis, mais je pense qu'ils n'ont pas lu. Je suis invitée dans un colloque sur la censure en France, en 2002. Je parle dans la table ronde finale. Tu sais, je me suis dit, c'est parce que c'est important que ce que je vais dire, ils m'ont mis là. Et je parle de la censure constitutive qui frappe la mémoire des femmes. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a la censure institutive. C'est celle qui dit, on n'a pas le droit de vendre des livres de Balzac. On n'a pas le droit de lire Simone de Beauvoir. On n'a pas le droit de dire telle affaire, telle affaire. Bon. Mais il y a une censure constitutive. T'sais. Les gens sont tellement influencés par la majorité qu'ils n'osent pas parler d'eux. Alors, c'est un concept très intéressant. Ma communication s'intitule « La mémoire des femmes, comment on ne réécrit pas l'histoire ». Parce que ce colloque était rempli de communications qui disaient la censure s'était exercée à telle époque sur telle question, mais maintenant, en littérature ou en histoire, mais maintenant, on peut dire d'autres choses, puis maintenant, on est avancé, etc. Je parlais de la censure, de la pensée, des concepts, du sujet et de cette volonté implicite de ne pas modifier les canons de la tradition. Même scénario. Les textes d'introduction et de conclusion du livre, paru en 2006, font référence à chacun des articles issus du colloque, même les plus extravagants, vraiment, à l'exception du mien. Je vous assure, j'étais tellement fâchée, j'ai écrit celui qui avait dirigé le livre, là, mais il ne savait pas quoi me dire. Expérience familière de ne pas compter, d'être invitée comme femme alibi sur toutes les tribunes, c'est une expérience qui m'est arrivée tellement souvent. Regardez, si on est gentil, on vous invite. Mais de grâce, ne comptez pas sur nous pour vous tenir compte de vos propos. En 2012, Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monnière ont publié le second tome de leur ouvrage « Histoire intellectuelle de l'indépendance québécoise ». Parmi les textes choisis, aucun texte en provenance des intellectuels féministes qui ont pourtant multiplié les articles et les livres sur les rapports des femmes à l'indépendance. Je donne la liste de tous ces textes-là dans mon livre « Pas d'histoire des femmes ». Le questionnement posé par les femmes n'est pas retenu par les autres intellectuels. En fait, ils ne sont même pas au courant que ces textes-là existent. Les difficiles rapports entre nationalisme et féminisme restent dans l'ombre. Le public n'y voit que du feu. Seuls les hommes s'intéressent à l'indépendance. Les femmes n'ont rien à dire de particulier sur ce sujet. Et pourtant, elles ont dit beaucoup de choses.
Alors, on ne se surprend pas que lors d'une séance d'États généraux sur l'indépendance en 2013, hommes et femmes aient voté massivement en plénière le rejet d'une proposition d'amendement à l'effet que la place des femmes soit incluse formellement dans la Constitution et dans tout document ou discours y incluant le féminin comme le masculin. Ils se sont opposés, comme si cela allait sans dire. Mais on le sait, ça va toujours beaucoup mieux en le disant. Maintenant, je voudrais vous donner 3 exemples très simples de ce qui pourrait arriver si on tenait compte des recherches sur l'histoire des femmes. Sylvia Van Kirk a publié en 1980 un ouvrage, Many Tender Ties, et ça fait 40 ans, sur les mariages à la mode du pays qui permettaient aux coureurs de bois d'avoir une épouse dans les pays de traite et d'assurer ainsi une meilleure organisation de la cueillette de fourrure. En fait, il y a beaucoup de livres maintenant qui démontrent que la traite des fourrures aurait été impensable sans les épouses à la mode du pays des coureurs de bois. Les femmes sont indispensables au fonctionnement de la traite fourrure parce qu'elles assurent l'approvisionnement dans les pays d'en haut. Bon, accessoirement, elles sont à l'origine du peuple métis. Par ailleurs, c'est une chose qu'on sait par un ouvrage qui a paru en 2013 par l'historienne Suzanne Gousse, Les couturières à Montréal au 18e siècle. À sa grande surprise, elle a appris que les couturières fabriquaient des marchandises de traite. Elles fabriquaient des toiles de tente, elles fabriquaient des manteaux, des capots, des mitasses. Il y avait évidemment beaucoup d'autres choses dans la marchandise de traite, mais il y avait plusieurs éléments de vêtements, de couture, et c'est les couturières de Montréal qui fournissaient les traiteurs en cette marchandise. Les femmes figurent donc aux 2 extrémités du trafic. Allez voir dans les livres d'histoire, la traite des fourrures reste une activité exclusivement masculine. Si on tenait compte du livre de Sylvia Van Kirk et de celui de Suzanne Gousse, on pourrait en présenter une image complètement différente. Un autre exemple, un peu plus anecdotique. Je ne sais pas si vous connaissez Raoul Dandurand, on en entend beaucoup parler de la chair, Raoul Dandurand. Vous savez que Raoul Dandurand est notre premier diplomate, c'est le grand héros des spécialistes de l'histoire internationale. Sa nomination comme sénateur en 1896 a été assurée grâce à l'influence de sa femme. Parce que Wilfrid Laurier a gagné ses élections en 1896 grâce au discours que Raoul Dandurand a fait dans la province. Et puis, Joséphine, elle circulait dans le grand monde. Hein? Elle était la fille du premier ministre. Joséphine Marchand était la fille du premier ministre du Québec. Hein? Elle circulait dans le grand monde. Alors, elle rencontre Wilfrid Laurier qui lui dit « J'aimerais ça pouvoir remercier votre mari pour le travail qu'il a fait pour mon élection. » Mais elle dit « C'est facile, nommez-le sénateur. » Il avait juste 35 ans. Et puis, on avait l'habitude de nommer des vieux monsieur rassis comme sénateur. Mais finalement, il a passé par-dessus, puis il a été nommé sénateur. Et en 1900, elle, Joséphine, qui était au Conseil national des femmes du Canada, elle a été nommée pour être la déléguée officielle du Canada à l'exposition de Paris, en 1900, où il y avait un grand congrès international féministe. De sorte que la première mission internationale de Raoul Dandurand, parce qu'il en a fait beaucoup, c'était d'accompagner sa femme. Et moi, je trouve ça absolument cocasse. Et puis moi, il me semble que ça nous change un peu là, des idées. Le pire, c'est que l'historien qui a pris la décision de publier les mémoires du sénateur Dandurand, quand il est arrivé au bout du voyage de 1900, il a juste mis des petits caractères en disant « Bon, on ne parlera pas de ça ici là, parce que ça concerne juste un congrès féministe. » Excusez-moi, je fais des gestes. Et mon troisième exemple, je l'emprunte à l'historienne Lucia Ferretti de l'UQTR.
Elle dit, on dit toujours qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Église a commencé à s'affaiblir sous les coups de boutoir de la modernité. Le refus global, la grève de l'amiante, la contestation intellectuelle du duplessisme, etc. Elle dit, pour moi, tout cela n'est que marginal. Ce qui est fondamental, au contraire, c'est qu'après la guerre, beaucoup moins de jeunes filles de milieux populaires, tant à la campagne qu'à la ville, choisissent de devenir religieuses parce qu'elles choisissent de se marier, de fonder une famille et d'essayer de conquérir le bonheur ici-bas. Toutes ces jeunes filles humbles, on ne leur reconnaît jamais de rôle historique. Or, en n'entrant plus en congrégation, elles sapent à sa base même la capacité de l'Église de s'insérer dans le social. Ce sont elles qui vont faire que l'Église ne sera plus capable de suivre et qu'elle devra concéder l'espace social à l'État. Ce sont ces jeunes filles qui n'entrent plus en communauté qui ont coupé l'Église à sa base et non pas Paul-Émile Borduas. Lorsqu'on fera l'exercice de tenir compte de l'action des femmes dans tous les secteurs de notre vie collective, on pourra réinterpréter celle-ci de manière plus vraie. Alors, je trouve cet exemple très, très, très intéressant. On pourrait continuer longtemps et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Micheline. Alors, enfin, on arrive à notre quatrième panéliste, conférencière, André Lévesque. Merci. Ça me fait toujours plaisir d'être invitée par des gens du CAM. Bon, c'est vrai, Micheline, que l'histoire des femmes n'est pas intégrée à l'histoire en général, malgré le fait que vous n'avez qu'à regarder dans cette librairie pour voir tous les ouvrages en histoire des femmes sur les femmes, ou sur les tablettes de l'UQAM et d'ailleurs, des autres universités, pour voir le nombre de thèses, je sais que tu en diriges pas mal, en histoire des femmes. Alors, moi, je vais aborder la question qui nous a été posée au départ sur l'augmentation, sur l'accroissement des connaissances en histoire des femmes et aussi sur les combats. Je vais retourner à l'envers. Et je vais m'interroger sur la façon dont l'histoire des femmes nous aide à comprendre la situation des femmes aujourd'hui. Je vais prendre quelques exemples. J'ai dit nous aide à comprendre. Hein? Ça ne justifie pas la situation des femmes aujourd'hui. Ça n'explique pas, c'est pas une explication, c'est pas linéaire. Je ne veux pas faire d'histoire Whig, là, qui va dire on est comme ça aujourd'hui, mon Dieu, c'est donc meilleur qu'avant. Là. C'est pas ça du tout. Mais la connaissance historique nous aide à comprendre certaines situations aujourd'hui. Je pense qu'on comprend mieux si on prend une autre branche d'histoire. En relations internationales, quelqu'un qui étudie les relations internationales, c'est souvent pour mieux comprendre comment on en arrive aujourd'hui dans toutes les guerres et les accords de libre-échange et les accords commerciaux et tout ça. Alors, en histoire des femmes, on peut aussi, ça peut nous éclairer de voir la longue durée dont nous sommes l'aboutissement et vers quoi on s'en va et quel combat on a à mener pour faire changer les choses. Notre étude, parce que, bon, nous toutes ici, on est en histoire des femmes, il y en a d'autres là-bas, transforme notre façon de penser, parce que comme toute connaissance historique est nourrie l'esprit critique, on le fait en histoire des femmes aussi. Donc, notre façon de comprendre les choses, de comprendre, de lire l'histoire, d'écrire l'histoire, a changé, il faut l'admettre, depuis qu'on étudie la moitié du genre humain, c'est-à-dire l'autre moitié. Et je dirais qu'en histoire des femmes, on a développé ce que j'appelle le réflexe. Qu'on nous parle d'une guerre, qu'on nous parle d'une crise économique, on a le réflexe de demander, oui, mais les femmes, où était l'autre moitié, dans quoi que ce soit. Et ça devient un réflexe. On ne peut pas écouter les nouvelles à la radio, on ne peut pas lire Le Devoir le matin, qu'on nous donne des statistiques, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur quoi que ce soit, sans se dire, ah oui, mais parce qu'il y a une spécificité des femmes qu'on ne peut pas amalgamer, on ne peut pas amalgamer l'expérience des femmes à celle des hommes. Alors, c'est un cliché, je le sais, de dire qu'il faut connaître le passé pour comprendre le présent. Mais quand même,
ça nous aide, cette longue perspective satisfait une certaine curiosité, disons. Et le savoir, c'est Foucault qui l'a dit avant moi, puis c'est mai 68 qui l'a dit aussi, le savoir, c'est le pouvoir. Hein. La connaissance, la compréhension devient un outil de transformation. Et l'histoire des femmes est un instrument de conscientisation qui peut provoquer, qui provoque l'indignation, la revendication et la lutte. Je vais sauter par-dessus. Alors, si on regarde la situation des femmes aujourd'hui telle qu'elle nous est présentée, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le salaire des femmes est 73% de celui des hommes. On voit que les femmes sont 80% des victimes de violences conjugales. On voit que les femmes, ces dernières années, je ne remonte pas très longtemps, là, sont 100% des victimes d'homicides et d'enlèvements dans un contexte conjugal. On voit que l'année dernière, de novembre 2016 à novembre 2017, 18 femmes ont été assassinées par leur conjoint, mais surtout par leur ex-conjoint. Ça a l'air que les hommes ne prennent pas là, quand ils sont... donc 18, ça fait plus qu'une par mois. Je pourrais continuer. On assiste à toutes sortes d'inégalités. On reviendra là-dessus. Je vais prendre comme exemple l'infériorisation ou l'infériorité, c'est-à-dire de la situation économique des femmes aujourd'hui, les écarts salariaux. Une étude sur la longue durée, quand on compare le travail des femmes par rapport à celui des hommes, qui se situe, et je suis entièrement d'accord, dans des rapports patriarcaux, montre qu'il a varié dans le temps, mais pas de façon linéaire. Si on assiste à des antécédents qui ont abouti aujourd'hui à ce 73%, c'est pas pour dire c'est normal, c'est logique, c'est tellement mieux que quand c'était 50%. Mais cette évolution-là, parce qu'il y a eu évolution, je ne crois pas au progrès linéaire, là, mais il y a eu évolution, c'est sûr. C'est fait en dents de scie, ça n'a pas été progressif. Par exemple, alors là, je vais vous donner en 3 minutes là, un petit cours d'histoire sur le travail des femmes. Avant la révolution industrielle, dans les sociétés agricoles et d'artisans, l'apport des femmes à l'économie domestique était essentiel à la survie de la famille. Quand elles travaillaient à l'extérieur du foyer, parce qu'on travaillait à l'extérieur du foyer avant de se marier, c'était le travail domestique. Donc, uniquement pour les femmes célibataires. Le travail domestique, donc, est traditionnel, c'est le plus accepté, il est accepté, c'est le moins bien payé. Bon, je sais qu'il y avait des hommes domestiques, surtout en Nouvelle-France, mais leur statut était tout à fait différent de celui de la petite bonne qui était dans... Bon. Avec la révolution industrielle et le salariat, les hommes ont réclamé un salaire familial pour faire vivre leurs femmes et leurs enfants. Ils ne l'ont pas obtenu avant les années 1920, soit dit en passant. Donc, les femmes et les enfants leur sont subordonnés, ils doivent les faire vivre. Alors, quand les femmes sortent du foyer pour aller travailler à l'extérieur du foyer, je parle des femmes qui ne sont pas mariées, parce que c'est beaucoup plus légitime, mais il y avait des femmes mariées aussi, elles apportent avec elles leur statut de travail secondaire, de travail temporaire, qui les caractérise. Alors, donc, on présume pendant très longtemps, moi je dirais même sûrement la Deuxième Guerre mondiale, que le travail des femmes à l'extérieur du foyer est temporaire et pour les célibataires qui vont bien sûr se marier, avoir des enfants et après feront un travail à la maison non rémunéré contre le gîte et le couvert. Mais il y a une autre constante qu'on retrouve en histoire, c'est la division sexuelle du travail. Les hommes et les femmes ne font pas la même chose. Même avec la révolution industrielle et l'introduction des machines, ils ne vont pas travailler sur les mêmes machines. Et alors, c'est pour ça que quand on regarde la situation aujourd'hui et qu'on regarde dans une perspective historique, on peut essayer d'appréhender les structures. Et ça fait partie des structures de la division sexuelle du travail qui persistent encore aujourd'hui.
on explique le fait que des femmes sont exclues de certaines occupations parce qu'elles sont moins formées, parce que, évidemment, elles seront moins formées, leur travail est non qualifié, parce qu'elles sont exclues des écoles de métier. Moi, j'ai toujours, quand je dis travail non qualifié des femmes, parce qu'elles peuvent être couturières, elles peuvent travailler à la confection de vêtements, puis moi, je trouve qu'il faut être assez qualifié, là, et essayer de faire une robe, c'est pas évident. Mais même dans les usines textiles, la division sexuelle du travail persiste toujours. Mais il y a eu des changements, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des circonstances qui font que tout à coup, on s'aperçoit que les femmes sont capables de faire la même chose que les hommes. Par exemple, en temps de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, on avait à Montréal des femmes qui conduisaient les tramways, des femmes qui étaient dans des usines de munitions, des femmes qui faisaient plein de tâches à condition de quitter leur travail quand les hommes reviendraient, bien sûr, et elles ont dû le faire. Donc, c'est pas une constante, c'est pas naturel que des femmes ne puissent pas faire certains travaux. Quand le travail est malléable et qu'il peut changer dans le temps, il n'y a plus rien de naturel dans les discriminations. On pourrait regarder, faut quand même admettre qu'il y a eu des acquis, il faut voir comment les changements se sont effectués. Par exemple, il y a eu une époque où même ce que les femmes gagnaient ne leur appartenait pas. Si elles n'étaient pas mariées, si elles étaient mineures, très souvent, elles donnaient leur argent à leurs parents pour payer pension. Si elles devaient travailler et qu'elles étaient mariées, leur mari était malade ou quoi que ce soit, c'est la minorité des femmes mariées qui travaillaient, de toute façon, leur argent ne leur appartenait pas. Et je parlais d'anecdote, on a le cas d'hommes qui vont réclamer le salaire de leurs femmes pendant la Première Guerre mondiale. Donc, tous ces acquis, comme la réforme du Code civil, comme bien d'autres choses, ne sont pas arrivés automatiquement. Ils ont été précédés de réflexions, d'analyses, de revendications, de luttes, et de travail syndical. Et je voudrais dire deux mots du syndicalisme, parce que les femmes étaient dans des occupations en général qui sont à peu près pas syndicables. Le travail domestique, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas aller de maison en maison pour essayer de syndiquer la bonne, comme on l'appelait. Encore aujourd'hui, regardez la situation des aides familiales qui viennent d'ailleurs. C'est pas évident d'avoir une action collective, même s'il se fait du travail de ce côté-là. Je donne l'exemple de la CSN. Parce que souvent, les gains qui sont acquis dans les syndicats se reflètent par la suite dans la société en général. Alors, en 1974, vous avez pour la première fois un comité femmes à la CSN. Ce n'est pas une coïncidence que la vice-présidence de la CSN est entre les mains d'une femme, Monique Simard. Et en 1974, il y a 4 demandes qu'elle propose au syndicat. Alors, quelles sont ces 4 demandes-là? Des garderies, l'égalité salariale qui va devenir l'équité salariale, le droit à l'avortement, je sais que j'en ai... Ah oui, et les congés de maternité payés qui vont par la suite devenir des congés parentaux. Donc, c'est pour ça que moi, je suis en général plus optimiste que mon amie Micheline. mais il y a des changements. Mais il ne faut jamais rien prendre par acquis, parce qu'on peut perdre, on peut reculer. On avance, on recule. Il faut être extrêmement vigilante. Mais ça paye des fois d'être vigilante. À regarder, et je ne sais pas regarder l'heure, là. Toi non plus, d'ailleurs. Oui, attends. T'as fait 12 minutes. Ah, OK. Non, ben, je pensais au Grand Ballet. Vous avez vu ce qui s'est produit, première page du Devoir hier? Vous avez vu la pétition qui a été lancée en 24 heures, à peu près 3000 signatures, dont probablement toutes les nôtres. Et vous savez que ça a changé. Ça a changé comme ça. Oups, ils vont changer leur programme l'année prochaine. Ils ont changé le titre. Non, c'est pas vrai. Non? Non, ils vont changer le contenu.
le contenu. Puis ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez sur Google ce soir. Mais il y a des luttes comme ça. Il y a des organismes du côté des arts, moi, ça m'intéresse, les réalisatrices équitables, qui ont fait des statistiques sur les pièces de théâtre à Montréal, dans tous les théâtres, l'année dernière, depuis 2012, je crois, leurs statistiques, le nombre de pièces qui ont été écrites par des femmes, qui ont eu des metteurs en scène femmes. Et vous voyez ça théâtre par théâtre, c'est extrêmement révélateur. Et le pourcentage de femmes à l'École nationale de théâtre et aux autres écoles de théâtre et à celles qui vont par la suite avoir des rôles. En tout cas, je m'arrête parce que je pourrais continuer. Super. Merci beaucoup, André. Alors, je pense qu'il nous reste environ 30 minutes pour vos interventions, vos questions, vos commentaires. Si jamais vous n'en avez pas, moi j'en ai tout plein. Alors, il n'y aura pas de temps mort. Mais je vous invite dès maintenant à poser vos questions, à vous adresser à l'une de nos conférencières ou à toutes les quatre. Ouais, je voudrais juste dire quelque chose. Oui, Micheline va peut-être lancer la balle. C'est sur ce que André a dit. Parce que j'ai eu l'impression qu'elle expliquait les différences salariales, les différences occupationnelles, et puis, bon, etc., etc. Mais il y a un emploi dans la société qui est le même pour les hommes et les femmes. C'est celui d'instituteurs et institutrices. Or, c'était l'emploi qui générait la plus grande différence de salaire, selon que tu étais un homme marié, un homme célibataire, une fille célibataire, on ne parle pas de femme mariée, religieuse, frère. Tout le monde faisait exactement la même chose et ils avaient tous des salaires différents. En 1945, François-Albert Anger a publié un livre, « Le juste salaire des institutrices ». C'est absolument incroyable de voir son raisonnement. Parce que son raisonnement, il ne peut pas dire que c'est un travail différent, ils font la même chose. Mais il compare le salaire des instituteurs au salaire des hommes, d'un niveau social équivalent, et il compare le salaire des institutrices au niveau des femmes. Donc, c'est au niveau de la pensée que la discrimination se fait. C'est beaucoup plus profond que la simple constatation que c'est un travail différent. Puis les traités économiques au 19e siècle, tu sais, là, qui... Voilà. Excusez-moi. Merci, Micheline. Je suis toujours au bord de la colère. C'est bien ça. Alors, la parole est à vous. Oui. Oui, à vous. Pouvez-vous vous lever? Oui. Je me lever carrément. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai 3 remarques en fait. La première, c'est qui n'est pas historienne racisée en fait dans le panel. Et je trouve ça un peu grave qu'en 2018, on n'ait pas encore d'historienne racisée qui participe à une émission des femmes. On est plein en fait. Et voilà. On est plein à être historienne des femmes et être racisée. Je pense que ça se pose. La deuxième chose que je voulais dire, c'était aussi qu'on parlait souvent de la légitimité de l'histoire des femmes. Je pense qu'il y a des hommes qui utilisent la légitimité de l'histoire des femmes pour faire leur carrière aussi. Et nous, on le voit beaucoup en France, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui intègrent dans leurs travaux, souvent des gens qui sont professeurs d'université, le concept de genre, souvent mal intégré d'ailleurs en termes théoriques, et qui se fondent leur carrière sur cette question-là et qui, eux, ont les postes. Et donc, moi, je peux prendre l'exemple de la fac de sociaux de Bordeaux, où en fait, on a réussi à instaurer qu'en première année de médecine à Bordeaux, il y a un cours d'introduction au rapport homme-femme, ce qui est la première fois en France, c'est donné par un homme. 95% des sociologues travaillant sur les questions de rapport homme-femme sont des femmes. Et évidemment, ils ont demandé aux seuls hommes qui en plus les pseudo-spécialistes. Donc je pense qu'il y a aussi tous ces rapports-là au sein même de nos disciplines. C'est-à-dire à un moment, c'est pas juste faire l'histoire des femmes, c'est Jacques Pauman, mais aussi quels sont les rapports de pouvoir de cette construction-là dans notre champ de recherche. Et la troisième chose, moi je suis toujours un peu partagée quand on voit les choses de manière négative. C'est-à-dire que je suis d'accord sur tous les constats là, je pense que... mais enfin, moi personnellement, là depuis ce qui s'est passé au mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il y a un contexte qui est très particulier, qui n'a jamais été aussi favorable à ce qu'on raconte. Aujourd'hui, il y a eu 5 millions de femmes en Espagne qui étaient en grève, enfin c'est historique, c'est le cas dans beaucoup d'histoires. Et je pense qu'on ne peut pas penser notre histoire sans penser de la société civile. Et j'ai l'impression que
on ne peut pas juste rester dans notre analyse d'entre nous. En réalité, nous, ce qu'on dit, oui, c'est pas légitimé par l'université, mais c'est légitimé par des millions de personnes qui, avant, ne nous écoutaient pas parce qu'on n'avait pas de tribune, ou en tout cas, le contexte n'était pas possible pour ce qu'on dit. Et je pense que c'est aussi un moment assumé que nos savoirs, on s'en fout en fait qu'ils soient acceptés par les hommes dirigeants. Par contre, que les personnes de qui on fait l'histoire se réapproprient de ce qu'on fait, ça me semble une vraie question. Et moi, personnellement, j'ai jamais été autant invitée, mais pas que individuellement, mais même collectivement, à des choses qui se passent dans des espaces beaucoup moins formels que depuis le mois d'octobre. Aussi parce que je pense que les femmes ont à un moment assumé qu'on se regarde et qu'on se dise qu'on a des choses à faire en commun. Et c'est ça que je pense que les choses négatives, elles existent, mais la force de frappe, elle a un peu changé. Et moi, je le sens même dans la pratique de l'histoire des femmes et la pratique de l'histoire de tous les jours. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Non? C'est bon? Ok. Merci. Merci. Oui. Merci beaucoup, ça fut très intéressant. Ma question s'adresse à Mme Dumont, puis si les autres êtes bien voulu y répondre. Ça m'a frappé quand vous avez dit que l'histoire, finalement, l'histoire des femmes a une histoire, on peut dire ça, une histoire de 30 ans, 35 ans, et qu'elle n'est pas intégrée dans le savoir général. J'aimerais ça, selon vous, qu'est-ce qui pourrait changer la donne, surtout comme vous le mentionnez, à ce moment-ci, parce que je pense qu'on vit un moment historique quand même. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que, soyons optimistes, que les choses aillent de l'avant et que ce soit davantage intégré au discours général? Bien, juste par exemple, pour prendre la question du travail. Bon, prenons mon exemple de la traite des fourrures. Si, quand on parle de la traite des fourrures, on dit que les femmes s'en occupaient, si, quand on parle du régime seigneurial, on dit que les femmes de seigneurs avaient beaucoup de responsabilités dans la gestion du patrimoine, si on dit que dans la famille ouvrière, les femmes avaient telle affaire, si on dit ça dans les livres d'histoire, si on dit que, si on mentionne ça dans on va, au lieu de donner une image simplement par rapport au travail, que c'est les hommes qui sont au travail puis que les femmes qui sont à la maison, on va la changer, cette image-là, parce qu'on va dire c'était pas comme ça au 17e siècle, c'était pas comme ça au 18e siècle, c'était pas comme ça au 19e, puis c'était pas comme ça au 20e. Et puis, c'est une construction théorique, cette division entre les femmes à la maison puis les femmes au travail. Alors, si on rentre ça dans les livres d'histoire, ça va contribuer à déconstruire la vieille construction. C'est ça, c'est un exemple comme ça là, que je vois. André. Ouais, non, moi, je veux juste ajouter, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quand vous faites un manuel, et puis tout à coup, oups, il y a les femmes, hein, puis il y a aussi les autochtones, puis bon, les gens... Alors, on leur donne un chapitre. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est toujours désintégrer partout. Si vous parlez du chômage pendant la dépression économique des années 30, ben vous donnez le pourcentage pour les hommes et les femmes, par exemple. Là. Mais ça vaut pour tout. Il n'y a pas un sujet dont on peut parler uniquement en parlant d'un sexe-genre. Oui, puis sur cette question-là, justement, moi j'ai beaucoup parlé des représentations dans mon intervention, puis j'ajouterais le fait qu'il faut représenter les femmes comme ayant une agentivité, comme les montrant comme elles ont fait l'histoire à tout moment de l'histoire. Tu sais, c'est la moindre des choses. Puis ça se passe beaucoup par le discours que tiennent, par exemple, les manuels d'histoire ou l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire que la manière avec laquelle on décrit les femmes, les temps de verbe, ne serait-ce que les adjectifs aussi, importent beaucoup. Le choix des discours importe beaucoup. Donc, c'est ça, construire une mise en récit qui met en valeur les actions des femmes. Merci. D'autres questions, commentaires, interventions? Oui. Oui, j'avais merci de vos interventions. Je ne peux pas m'empêcher dans le panel, on s'est beaucoup concentré sur l'histoire universitaire, l'histoire qui se fait dans les cercles universitaires par les universitaires, et aussi l'histoire scolaire. Mais je pense qu'il y a
peut-être le troisième secteur, qui est celui de l'histoire publique, qui se développe énormément au fil du temps. Et je me demande si d'accorder toute cette importance à l'histoire universitaire, peut-être qu'il est temps d'investir aussi, d'y aller, parce que je pense qu'il y a des musées, il y a des organisations, il y a des associations qui, eux, sont peut-être prêtes à faire ce travail-là davantage et peut-être moins de résistance, plus d'opportunités, plus de flexibilité de leur part. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir de ce côté-là, l'importance qu'on accorde à l'histoire universitaire nous nuit peut-être à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être d'autres approches à emprunter. Mais c'est quand même... C'est drôle parce qu'on part de la prémisse de En fait, ta critique est un peu la prémisse qui a fait que l'événement a lieu ce soir. Puis on n'a pas tant parlé autrement que Candel a abordé le sujet. Mais en fait, oui, mais c'est ça qui est... En même temps, c'est ça, je pense qu'on est un peu prise là-dedans parce que c'est une considération qu'on a. On veut prendre plus la parole dans l'espace public. Il faut aussi être invité souvent pour pouvoir prendre l'espace dans l'espace public. Mais je pense que c'est quelque chose à faire, mais on est dans nos petits milieux universitaires, puis tout ça, puis c'est dur des fois. Puis justement, c'est un milieu qui est masculin que il faut redoubler puis tripler d'efforts. Puis juste organiser un événement comme ce soir, c'est beaucoup d'efforts. Fait que peut-être que des fois, on se résigne un peu à pas pouvoir avoir l'accès à l'espace public, mais c'est comment aussi de l'avoir. Puis il faut se poser entre nous la question de comment on fait pour que les historiennes puissent avoir la parole dans l'espace public. Mais je serais curieuse de vous entendre, mais je trouve juste ça drôle qu'on soit parti de là puis que finalement, on n'ait pas du tout parlé. Mais un peu parlé. Moi, je trouve que la question est très bonne. Je dirais juste que les historiennes, en fait, beaucoup d'historiennes universitaires sont aussi très impliquées justement dans des projets dans le milieu muséal, dans les archives, dans l'organisation des expositions, dans les sociétés d'histoire régionale. Je pense que nous avons toutes eu l'expérience assez régulièrement de participer à des événements davantage grand public où on trouve des passionnés d'histoire. Et donc, moi, je ne crois pas, en fait, qu'il y ait cette frontière étanche entre l'histoire publique et l'histoire universitaire. Je pense qu'on est en plein dedans. Ensuite se pose la question de est-ce que les efforts qu'on met à contribuer aux expositions, à contribuer à ce qui se fait dans les sociétés d'histoire régionale, est-ce que ça donne des résultats en fait, qui mettent en valeur de manière suffisante les réalisations des femmes, les exploits des femmes, les gestes, les paroles des femmes. Il y a la question de la diffusion qui est importante aussi. Mais je dirais que, peut-être que je prêche pour ma paroisse. À l'UQAM, on avait pendant plusieurs années un programme d'histoire publique, d'histoire appliquée, où justement le but, c'était de transférer nos connaissances, de partager les connaissances avec le milieu muséal, le milieu des archives, où il existe par ailleurs des connaissances très, très importantes en histoire des femmes. Donc, je pense qu'il y a des tentatives de collaboration qui sont très, très présentes au Québec et qui sont tout pleines de potentiel. Donc, à cet égard-là, je suis assez optimiste. Mon rôle, c'est d'être pessimiste. Alors, moi, je dis que les livres que nous écrivons, que nous publions dans les bibliothèques universitaires, ils n'ont pas la cote des livres d'histoire. Ils sont tous placés dans les livres femmes. Tous mes livres à l'université sont dans la catégorie DH, femmes. Tu t'en vas dans les livres d'histoire, tu les trouves pas, les livres d'histoire des femmes. On les a mis avec la catégorie femmes. Et puis, dans le public, il y a une conception de l'histoire là, qui est encore là, tellement traditionnelle, là, tellement Napoléon, les Égyptiens, les rois, la guerre de 14, le canal Historia, tu sais là... C'est tellement difficile à défaire. C'est un obstacle considérable. Et heureusement qu'il y a de l'histoire universitaire pour commencer à démolir cette conception. On va avoir quelques mots de notre optimiste ici. Ouais. Non, je vais vous remonter le moral. Par exemple, où je vois un lien entre ce qui se fait dans la recherche universitaire et dans le public, l'exposition sur Léa Robach qui s'en vient à la Bibliothèque juive au mois de mai. Ça va être extraordinaire, ça ouvre le 3 mai, vous êtes tous conviés. Mais
là, ça va avoir l'air de détail, mais vous saviez que jusqu'à il y a 1 an ou 2, il y avait seulement un pont au Québec qui portait le nom d'une femme. C'était le pont Victoria. Mais maintenant, on a le pont Madeleine-Parent. Des détails, des anecdotes, mais bon... D'autres questions? Interventions? Oui. Jawad. J'ai une question plus sur le rapport. On a beaucoup parlé justement de l'histoire académique, l'histoire publique, mais plus au niveau de l'histoire militante elle-même par les militantes féministes. Et c'est voir, en fait, j'essaye de voir en fait le passage entre l'histoire académique et l'histoire militante des groupes féministes. S'il y en a qui ont été faits, c'est-à-dire est-ce qu'on a repris la part du récit historique et de la mémoire du groupe féministe, est-ce qu'ils sont appropriés l'histoire académique ou non? Et un peu cette relation-là, je ne sais pas si... Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression, j'ai jamais l'impression de faire de l'idéologie. Jamais. Mais tous les gens qui m'écoutent pensent que je suis idéologue. Comment elle va faire? C'est ça le problème. Parce qu'ils pensent que l'objectivité est masculine. Ils pensent ça, sont convaincus. Ils sont convaincus. Moi, je fais toujours de l'idéologie, toute histoire est politique, de mon point de vue. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas à la recherche de la vérité. Je ne crois pas à une histoire objective, mais on la cherche, mais l'histoire objective est le but. Mais on a tous notre position. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'idéologie, c'est des libéraux, L minuscule. Non, mais c'est vrai, c'est comme être dans l'aquarium, pas savoir qu'on est poisson. Mais, donc, moi, mes positions sont très claires et la seule façon dont j'ai pu justifier mon enseignement pendant toutes ces années, c'est en menant un combat et en me disant que c'est un geste politique. Magda C, c'est mon étudiant. D'autres questions? Oui. Bonjour, moi je suis arrivée un peu tard, mais je suis contente d'avoir entendu une question. Ça m'a permis de faire le lien avec la question qui m'intéressait. En fait, moi je travaille sur les années 80, plus particulièrement sur la vie en rose. Puis je m'intéresse à un moment charnière de l'histoire des femmes, plus particulièrement de l'histoire du militantisme, c'est-à-dire la fin d'un moment, on peut dire, le début du backlash, toutes ces années vraiment difficiles de la montée de l'antiféminisme, puis aussi toute cette période-là où être féministe, c'est finalement l'étiquette que personne ne veut porter. Puis je me demande, quel est ce moment de rupture? Parce que j'arrive pas à dire que c'est simplement la faute des hommes, ou en fait des opposants. Qu'est-ce qui a réussi à faire taire cette voie-là du féminisme? Parce qu'il y a définitivement une rupture, puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Puis il y en a une, puis je la vois par exemple dans les combats qui sont retransmis. Par exemple, le salaire accordé au travail ménager, qui est à mon avis un enjeu fort de la décennie 80, mais pourtant, moi en tant que militante féministe des années 2000-2010, jamais j'avais pensé que c'était un combat qui existait. C'est l'indice, à mon avis, de seulement mon opinion, dans mon point de vue personnel, qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que ce combat-là a été perdu. Il y a un lettre qui n'a pas été transmis, puis pourtant, il y a un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Somme Toute à la rentrée, Nous sommes tous des ménagères, qui est en fait le slogan de la vie en rose, qui est en fait le slogan de Québécoise debout, puis ça revient. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a eu ce moment de rupture-là? Puis comment est-ce qu'entre militants, pour rebondir sur la question, on peut se transmettre, et militants, bien sûr, entre nous, cette histoire-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu qui, à mon avis, aurait jamais dû être perdu. Donc là, on questionne, mais comment éviter d'arriver quand le mouvement MeToo, la vague Moissy sera terminée, de retomber dans un creux pour qu'une autre perte se produise? Je voudrais juste donner un exemple. En 1969, il y a un historien américain qui a publié, un homme, qui a publié The Rise, Everybody Was Brave. The Rise and the Fall, 1969. The Rise and the Fall of American Feminism. 1969, ça venait de repartir, là. Puis lui, il publie un livre, The Rise and the Fall, parce qu'il était resté avec l'idée que c'était comme les madames du 19e siècle, puis du 20e, etc., avec des chapeaux, puis là, ben, c'était pas ça, là. Puis il les a pas vus, Cette faille-là,
c'est pas juste ici qu'elle s'est produite. Tu sais, Naomi Black a publié Backlash en 1990. Et ça révélait justement ce recul-là qui s'est produit. Il y a une étudiante qui a fait une thèse de maîtrise à l'Université de Montréal dans les années 90. Elle a interrogé des étudiantes sur le féminisme. Et puis, elle avait un échantillon là, considérable. Elle n'avait pas une qui disait qu'elle était féministe. Ils disaient toutes qu'ils ne voulaient pas, que c'était pas nécessaire. Et puis, on ne peut pas le savoir. C'est une très bonne question que tu poses. Moi, je pense que si j'avais 22 ans, je ferais une recherche là-dessus. On a parmi nous l'auteur du livre que vous avez mentionné, Camille Robert. Camille, as-tu quelques mots à dire par rapport à la question du travail ménager, ou du salaire pour le travail ménager? Bien certain. Mais en fait, je répondrais peut-être aux dernières interventions avec celle de Javon. Je pense que c'est important, comme jeune historienne plus expérimentée, de faire un certain nombre d'allers-retours avec les mouvements sociaux, à la fois quand on souhaite écrire l'histoire, puis après ça, suite à nos recherches. Dans le fond, moi, quand j'ai écrit mon mémoire de maîtrise, j'ai beaucoup écrit aux militantes de l'époque pour savoir, pour qu'elles m'éclairent un peu sur leur point de vue. Il y a évidemment l'histoire orale qui permet d'inclure leur témoignage dans nos recherches, dans nos publications, mais aussi, je pense que même pour avoir un espèce d'input sur les sensibilités et leurs préoccupations à l'époque, puis encore aujourd'hui, un peu comment elles voient ça, ça peut être intéressant d'avoir ce dialogue-là, surtout quand on travaille avec l'histoire plus récente. Mais après ça, je pense que l'important, un coup qu'on a publié nos recherches, en fait, premièrement, c'est de faire des recherches qui soient accessibles, parce que, en histoire, c'est peut-être moins le cas, mais dans certaines sciences sociales, on publie des choses qui s'adressent à des gens qui sont uniquement dans les milieux universitaires. Je pense qu'il faut toujours avoir ce souci-là de faire des recherches qui soient pertinentes socialement pour nos questions contemporaines, mais aussi accessibles, que ce soit écrit dans une langue qui soit claire, puis que les gens puissent se le réapproprier après. Et ensuite, de ne pas hésiter à aller faire des ateliers, à donner des conférences grand public. Chaque fois qu'il y a un groupe communautaire ou comme un syndicat local ou comme un cégep qui me propose d'aller faire une conférence dans une classe, j'accepte toujours parce que comme sinon on le fait pourquoi, est-ce qu'on fait juste ça pour publier? Mais je pense que non. Puis pour moi c'est super important de faire un retour après ça vers ces mouvements-là contemporains parce qu'il y a vraiment aussi une volonté de connaître leur propre histoire. Puis chaque fois les discussions sont super intéressantes. Puis ce dialogue-là est super important à mon avis. Mais on avait une discussion en fait avant que ça commence, puis je trouve écho là-dedans. On parlait en fait, je pense en Angleterre, que vous disiez qu'il y avait eu des revendications. Mais dites-le en fait, puis après ça, je vais remonter. C'était un groupe de femmes qui avait lancé un mouvement en Angleterre, fin du 19e siècle. C'était The Importance of Not Being Touched Against Our Will. Et ça ressemble à MeToo, ça. C'était en 1880. C'est comme ça, hein, dans l'histoire, les affaires apparaissent, puis disparaissent, puis recommencent. Je pense qu'on devrait, toutes les personnes ici qui sont étudiantes en histoire ou qui sont historiennes, c'est d'arrêter de penser aussi qu'on a comme tout inventé, là, de toujours penser que les luttes de notre génération, c'est la première fois qu'elles sont menées par des gens. Puis que quand justement il y a une lutte, c'est de regarder aussi beaucoup l'actualité à la lumière de l'histoire, en fait, pour pouvoir comme pas oublier ce qui est arrivé, puis pour pouvoir faire le lien entre le militantisme et l'actualité. Parce que quand il arrive quelque chose dans l'actualité, allez voir si ça s'est passé avant, puis allez voir s'il y a des gens qui ont revendiqué ça avant, puis observez, puis faites des liens, puis comme ça va permettre de transmettre une mémoire qui a été oubliée plus facilement, puis comme Camille dit, après, j'appuie tout ce que Camille a dit, en fait, puis c'est d'écrire, d'aller faire des conférences, d'en parler aux gens autour de nous, mais vraiment de regarder l'actualité à la lumière du passé, puis ça va nous permettre de transmettre les luttes de nos prédécesseurs. Je pense qu'on a suffisamment de temps pour une ou deux dernières questions. Y en a-t-il dans la salle? Questions ou commentaires? Oui. Je ne proviens pas du milieu historique. J'ai d'une autre discipline, puis en fait, je me demandais, la dernière fois que j'ai eu accès à l'histoire sans mon intérêt personnel que de lire des ouvrages puis de lire des textes féministes, ça a été mes cours d'histoire au secondaire. Puis au cégep, puis il y a une vision éminemment politique de l'histoire, on en a parlé, puis très, très masculine aussi. Je me demande s'il y
il existe un genre de lobby des femmes à Québec pour ce qui est du cursus scolaire, d'intégration de l'histoire des femmes dans les manuels, ce qui est lu. Parce que je pense à nos jeunes en ce moment, puis ceux qui vont nous suivre, puis qu'il n'y a pas l'accès aux travaux que les femmes universitaires font, qui sont très très pertinents, Madame Dumont, que moi, j'avais même pas entendu parler. Là. Je pense que je m'informe quand même un peu de mon propre gré. Donc, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait à Québec au niveau du ministère? Adèle? Ouais. Ben, en fait, ça commence. Ben, en fait, depuis les années, même, je dirais, 80, il y a des historiennes qui étaient consultées. Je pense que Micheline Dumont a été consultée pour des manuels scolaires. Puis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais le rapport dont j'ai parlé du Conseil du statut de la femme, qui est paru en 2016, listait une suite de recommandations pour le ministère. Donc, c'est sorti en 2016. Je ne sais pas actuellement comment ça s'est transposé dans les manuels, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine volonté de changer les choses dans l'écriture de l'histoire, dans l'écriture des manuels, mais restera à voir si ça va vraiment avoir un impact, justement, parce que c'est ça, ce rapport-là, qui est sorti en 2016, c'était sur des manuels d'histoire, puis le dernier de ce genre, comme je l'ai dit, remontait à 1976, mais n'avait pas pris en compte les manuels d'histoire ni de géographie, parce que ça traitait de personnages fictifs. Mais à mon sens, c'est ridicule d'écarter ça, parce que justement, représenter les personnages, ben, j'ai dit fiction réels, les personnages réels de l'histoire, c'est important de voir comment ils sont représentés, et surtout les femmes. OK. Une toute dernière question? Un commentaire? Oui? Bonjour. Voulez-vous vous rapprocher un petit peu? Je ne sais pas s'il y a des questions. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Ma première question, c'est si on regarde dans le passé et on regarde aujourd'hui, c'est quoi le défi du féminisme? Donc, la question, c'est le défi du féminisme aujourd'hui. C'est ça? Par rapport... D'accord. Qui veut lancer la balle? André? Non. C'est une question très, très, très pertinente. Adèle? Ouais. Ben, il y a plusieurs défis, je pense. Mais je pense que je vais revenir sur le fait que ce qui serait important de soulever de plus en plus et toujours, en particulier dans l'histoire, c'est les rapports de pouvoir. Je pense que c'est peut-être le défi qui me tient le plus à cœur en ce qui a trait à l'enseignement de l'histoire, par exemple, qui est d'historiciser les rapports de pouvoir sociaux entre les sexes, montrer qu'ils ne sont pas naturels, puis ils ont été présents dans l'histoire, ils sont présents encore aujourd'hui. Puis si on parlait justement de faire des liens avec l'actualité, le militantisme et tout ça, en tant que femme, en tant qu'historienne des femmes, je vois et je vis des rapports sociaux de pouvoir, puis je rêverais que ce soit compris et enseigné dans les manuels, dans l'histoire, et compris et enseigné dans l'histoire publique aussi. Donc, ce serait ma réponse à cette question-là. Je pense que vous les avez épuisés. Hein? Mais c'est parce que, tu sais, le défi, là, je trouve que c'est vraiment gros, là. Puis là, je suis comme, mon Dieu, il y en a comme 8 qui me passent dans la tête depuis le début de la question. Mais déjà, par exemple, de pas que l'étiquette féministe ne redevienne pas une honte. Ça, c'est comme on parlait dans les années 80 quand personne ne voulait l'avoir, ou l'étude dont Micheline parlait tout à l'heure, de comme pas être mal à l'aise avec cette étiquette-là. Puis je pense que le féminisme soit intersectionnel, puis qu'il n'y ait pas de rapport de domination au sein même du féminisme. C'est un beau défi que le féminisme doit se poser aujourd'hui. Ça, c'est très, très important. Puis, sur le plan de l'action, là, en ce moment, là, tu sais, là, à la FFQ, tu sais, là, ça, là, c'est terrible. Là. C'est terrible en ce moment. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, autrefois, les féministes étaient unanimes. Maintenant, les féministes ne sont pas unanimes. » Et puis, ils n'ont jamais été unanimes. Il y a eu des débats au sein des féministes depuis que le féminisme existe. Alors, les hommes se disputent depuis combien de millions d'années? Hein, bon, tout le monde trouve ça normal. Ben, nous autres aussi, on se chicane. Bon. Parce que nous autres aussi, on cherche qu'est-ce que c'est la solution.
Puis les femmes ne veulent plus être mis à part, puis dans une catégorie fondamentalement, parce que c'est le mot subordonné. Il faut effacer la subordination liée au sexe. Merci Micheline. Alors, je pense qu'on va devoir clore la partie formelle de la soirée, mais un verre de vin nous attend, vous attend. Alors, vous êtes toutes et tous invités à rester avec nous, prendre un verre de vin et poursuivre la conversation de manière un peu plus informelle. Mais d'abord, je vais vous demander de remercier avec moi nos 4 conférencières, nos 4 panélistes pour des échanges, des discussions fort intéressantes. Merci.